Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video Fransızca olacak. Yani ben dakikalar içerisinde Fransızca diline geçeceğim. Yani aşağıya herhangi bir altyazı yapamayacağım. Vallahi çok uzun olacak çünkü. Uğraşamayacağım yani. Umarım YouTube benim için yapar bunu. Birazcık onu bir kurcalayacağım. Ya şuradan da açacağım şimdi Google Translate'im, hani takıldığım kelime olursa falan. Bakacağım buradan. Benim bir tane sınavım var. Kültür Occidental diye geçiyor. Yani Batı kültürü adında bir sınavım var. Ona çalışırken Fransızca bir şekilde anlatacağım. Ama genel olarak bahsedeceğim şeyler neler olacak? Amfitryon, tiyatro eseri. İşte Plaut, Montaigne, Gredon'un kaleme aldığı 3 tane amfitryon eserinden bahsedeceğim. Daha sonrasında Senec'ten bahsedeceğim. Senec'in Lucilius'a yazdığı mektuplardan bahsedeceğim. Sonra Montaigne'in denemelerinden birazcık konuşacağız ve ırklar çağı olarak çevirdiğimizde böyle oluyor, yani Mitterras. Irklar çağından bahsedeceğim. Hesiod'dur, gene Montaigne'dir ya da Ovid'dir. Bunlardan bahsedeceğim. O zaman başlayalım. Ay çok heyecanlı. İlk Fransızca videom. Aksanımı şey yapmayın yani. Büyük ihtimalle gramer hatası falan yapacağım. Çok doğal yani. Aksanım da birazcık garip olabilir. Yapacak bir şey yok canım, Allah Allah. Aksanı olan kişiyle dalga geçmeyeceksiniz arkadaşlar. Türkçe aksan. Mesela Türkiye'de bir aksanı var, böyle bir garip Türkçe konuşuyor. Gülmeyeceksin, dalga geçmeyeceksin. Demek ki adam iki dil falan konuşuyor yani. Senden yani fazla dil biliyor. O yüzden dalga geçmek yok. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Bilge et je suis une étudiante en filière de lettres modernes. Et demain, j'ai un examen qui s'appelle Culture occidentale. Donc, on va réviser ensemble. Premièrement, je vais commencer avec l'amphitryon. L'amphitryon est un personnage issu de la mythologie grecque. Si on part sur des caractères, il y a Jupiter. Jupiter est un dieu suprême qui prend l'apparence d'amphitryon. Il y a Mercure, messager des dieux. Il y a Alcmène, épouse fidèle d'Amphitryon. Et Amphitryon est général loyal et noble, mais victoire de la supercherie de Jupiter. Et il y a Sosie. Sosie est un serviteur d'Amphitryon, est souvent comique et peureux. Premièrement, on va parler sur la version de Plaut, parce qu'il était la première personne qui a écrit ce récit. C'est qui Plaut? Plaut est né en 253 et mort en 184 avant Jésus-Christ. Il était un dramaturge romain de la période antique. Date de rédaction d'Amphitryon, c'est 3e siècle avant Jésus-Christ. Plaut a inventé une forme nouvelle et c'était la tragicomédie. Ça veut dire quoi, la tragicomédie? Ça veut dire il y a tragédie dans la pièce et il y a comédie. Donc ensemble, si on... Bir araya getirmek neydi? Si on met ensemble la tragédie et la comédie, il y a tragicomédie. Il y a des procédés comiques comme rôle, type et quiproque. Il y avait hiérarchie sociale dans ce récit. Plaut ajoutait un humeur burlesque et une légèreté en introduisant des situations cocasses, des jeux de mots et des quiproques. C'était tout pour la Plaut. On va faire une petite révision après. Et on est venu à Molière, était un dramaturge français en 17e siècle. Il a écrit d'Amphitryon avec d'un autre point de vue. Et date de rédaction de cet Amphitryon, c'était
1668. Il ajoute une esthétique raffinée et une profondeur artistique. Il ajoute une dimension galante et raffinée. Dans l'époque de Molière, les gens croient à des mythologies et à des dieux. Donc ce n'était pas un problème pour écrire un récit mythologique en cette époque-là. Le récit de Molière, c'était plus poétique si on compare avec les plots Gerardo. Comment? Géredou. Gerardo. Géredou. Girardot. Ok. Et il garde un esprit comique, introduit un aspect plus sérieux en abordant l'infidélité et l'identité avec regard critique sur la vérité humaine. Et pour les Girardot, il était un écrivain et dramaturge du 19e siècle et aussi 20e siècle. La rédaction d'Amphitryon de lui, c'était 20e siècle, 1929. Son titre, c'est Amphitryon 38. Mais pourquoi 38? Parce que il fait une référence au fait qu'il serait la 38e version de cette histoire. Il met l'accent psychologique. Il a montré les conflits intérieurs des personnages et notamment les conflits intérieurs de la caractère Darkman. Il développe un ton de comédie en pouce où la tension entre tragique et comique est omniprésente. Il propose une version plus modernisée. Donc, allez, faites une révision. C'est quoi les similitudes entre trois d'Amphitryon? Comment le français toujours part comme ça? Mon gorge maintenant fait très mal. Les deux partagent le même cadre mythologique. Il y a des mêmes caractères. Il y a la même histoire avec différents points de vue. Utilise toutes les structures de la comédie pour aborder des thèmes tromperie, d'identité et de désir. Les thèmes du destin et de la liberté humaine face à la puissance divine sont également récurrents. Si on vient à des différences, Plaute était un écrivain du 3e siècle, et Molière était un écrivain du 16e siècle, et Girardot était un écrivain du 20e siècle. Pour les Plaute, il a écrit ce récit en 3e siècle, Molière en 17e siècle et Girardot en 20e siècle. Plaute a utilisé un ton léger et comique. Molière était plus poétique et aussi plus sérieux, mais utilisait un ton léger et comique en même temps. Si on vient pour les Girardot, il a adopté une ton plus psychologique et il a modernisé ce récit. Plaute a inventé la tragédie-comédie. Donc c'est quoi faire ce tromperie et faire ce récit comique? Ce sont les quiproques, créer des scènes comiques et absurdes. Et même malgré sa sincérité et son innocence, est trompé par l'apparence d'Amphitryon, l'apparence de Jupiter, et ne sait plus quoi penser lorsque le vrai Amphitryon confronte la vérité. Et ces situations mettent en lumière arbitraire et le pouvoir des dieux ainsi que la vulnérabilité des humains face à eux. Voilà.
devenu un mythe des races. On va parler un peu sur Hésiode et travaux et les jours. Premièrement, Hésiode était un poète grec du 8e siècle avant Jésus-Christ. Et en travaux et les jours, il a parlé sur 4 âges. Premier, c'est l'âge d'or. Deuxième, c'est l'âge d'argent. Troisième, c'est l'âge de bronze. Quatrième, c'est l'âge d'airain. Et cinquième, c'est l'âge de fer. Pour lui, en l'âge d'or, les hommes mouraient comme s'ils endormaient. Il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de guerre. Et la terre était fertile et les gens n'avaient pas besoin de travailler. La terre portait ses fruits d'elle-même. C'est super. En âge d'argent, pour l'âge d'argent, il était plus pessimiste. Il a écrit ça en ton pessimiste. En âge bronze, les hommes possédaient des armes en bronze. Ils utilisent ce matériau pour fabriquer les armes. Et pour l'âge d'héros, c'est durant cet âge que la guerre de Troie se déroule, que les héros commencent à apparaître. Ce sont des demi-dieux. Il y avait des dieux et il y avait des demi-dieux. Donc, c'était l'époque des demi-dieux. Et pour l'âge de fer, il y a des souffrances, mais il y a aussi du bonheur en même temps. Devamı. Devamı ne demektir? Fikrimin ince gülü. Gerek yok. Et il y a perte de confiance dans cette époque. Donc, on peut résumer comme ça. L'âge d'or, c'est ici. C'était une époque très bien. Il y avait du paix. Il n'y avait pas de guerre, pas de maladie. L'âge d'or, c'est ici. Après, l'âge d'argent. Après, l'âge de bronze. Après, l'âge d'héros. C'est ici. Après, l'âge de fer. Parce que on a perdu la confiance et il y a des souffrances. Voilà. Et Ovide. C'est qui Ovide? Ovide était un poète latin du 1er siècle avant Jésus-Christ et 1er siècle après Jésus-Christ. En Métamorphose, il a parlé sur 4 âges. L'âge d'or, l'âge d'argent, l'âge de bronze et l'âge de fer. Il n'y avait pas l'âge d'héros en Métamorphose. En l'âge d'or, il n'y avait pas de loi, il n'y avait pas des polices, ni la guerre, ni l'agriculture. Printemps était éternel. En l'âge d'argent, l'apparition des saisons, l'apparition de l'agriculture, l'apparition du travail avec l'agriculture et les inventions de la maison apparaissent parce que les hommes commençaient à vivre selon les saisons. En l'âge de bronze, l'apparition de guerre plus farouche et combats, il y avait les combats horribles. En l'âge de fer, il y avait des crimes, la violence, déesse de la justice, astrait, quitte la terre, l'invention technique et la propriété et dégradation morale. Il y avait une dégradation morale entre des hommes. Et dans la Bible de Torah, le livre de la Genèse présente la version juive du mythe des âges, simplifiée et dramatisée en 2 tomes. Premier, c'est le paradis terrestre, le jardin d'Éden. Et la deuxième, c'est le monde après la chute de Adam et Ève. C'est important de savoir les fils de ce couple. Ce sont Caïn et Abel. Leur histoire est importante car elle illustre le premier meurtre dans l'histoire de l'humanité. En raison de son ressentiment envers Dieu et de sa jalousie, Caïn tue son frère Abel dans un acte de violence. Après, Dieu maudit Caïn
et le condamne à errer sur la terre comme un fugitif, mais il marque Cain d'un signe pour le protéger afin qu'un autre homme ne le tue. Lettre à Lucilius, c'est écrit par Sénèque. Sénèque, parfois nommé Sénèque le jeune, Sénèque le philosophe, Sénèque le tragique, né vers l'an 4 avant Jésus-Christ. Lettre à Lucilius, une série de correspondances philosophiques adressées à Lucilius, un ami disciple. Il y a des références à stoïcisme dans ce récit. Quels sont les thèmes? Vertu, la mort, la richesse, maîtresse de soi, la tombe. Le stoïcisme en lettres, Sénèque qui insiste sur l'importance de la sagesse et de la vertu, de la maîtrise de soi pour atteindre la paix intérieure. Le temps est précieux et que la philosophie est un guide pour trouver la paix. Selon Sénèque, le bien-être ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre attitude. Et la sagesse et la vertu sont au centre de notre vision, permettant de vivre en harmonie avec la nature et la raison. Pour les Sénèques, la science n'était pas une activité utilitaire seulement, c'était une philosophie. Par exemple, observer des étoiles, ça veut dire comprendre l'ordre de l'univers. Et la nature, pour lui, c'était cosmique. Et pour lui, en l'âge d'or, il y avait abondance et fertile. L'âge d'argent, la chasse, les armes, la chasse a commencé, les saisons est venue, les hommes ont commencé de faire l'architecture. Et il y a des apparences des armes. En l'âge de fer, c'est richesse et c'est la présence pour lui. Donc c'est l'âge qu'on vit maintenant, c'est l'âge de fer pour lui. Qu'est-ce que vous pensez sur ça? On vient à Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau était un philosophe et écrivain du XVIIIe siècle. En discours, c'est une très longue nom, donc je vais tout lire ça. Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Il a écrit ça en XVIIIe siècle. Pour lui, l'homme est un animal qui imite les autres animaux. Pour Rousseau, être un humain est un avantage car nous sommes omnivores. Rousseau est pessimiste et critique envers le progrès et la société contemporaine. Rousseau était pessimiste et Molière, il était optimiste. Donc il y avait toujours un combat des idées entre Rousseau et Voltaire. J'ai dit Molière, Rousseau et Voltaire. Donc les hommes devenus technologiquement et scientifiquement puissants, et ils pensent que l'homme a perdu bonté morale et sa simplicité. Il y avait en effet aussi l'invention de la propriété. L'invention de la propriété a créé l'inégalité, la violence et l'esclavage en même temps. Pour lui, travail individuel, ça veut dire être indépendant. Ça signifie l'indépendance. Mais travail collectif crée l'inégalité et des hiérarchies sociales. Agriculture moderne entraîne l'exploitation des hommes, notamment pour l'esclavage. Et le capitalisme, avec ses systèmes de production et d'échange, est vu par Rousseau comme une continuation de cette inégalité. Et selon Rousseau, la propriété, loin de répondre aux besoins de l'humanité, a introduit des relations de pouvoir, de violence et d'injustice. Et en des essais de Michel de Montaigne, il y a des références mythologiques et philosophiques. Montaigne se réfère à des auteurs anciens comme Ovid et Hésiode, qui ont contribué à l'élaboration du mythe et de l'âge d'or.
Les philosophes réfléchissent souvent à partir des mythes pour imaginer des sociétés idéales ou des modèles de comportement humain. Il a parlé sur Plaute beaucoup. Plaute a écrit La République. Il invente une utopie politique dans laquelle la société est organisée de manière juste et sans inégalité. Donc c'était un modèle idéal de société. Montaigne imagine qu'il entretient un dialogue avec des personnages historiques et philosophiques. Par exemple avec Platon. Ce dialogue lui permet de dépasser à la fois la mythologie et de l'utopie philosophique pour aborder des questions plus concrètes sur la nature humaine et la société. Et la société, pour Montaigne, Montaigne représente une vision d'une société idéale. Dans la société de Montaigne, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de police. Les hommes vivent en harmonie. Il n'y a pas propriété privée ou il n'y a pas d'hiérarchie. Donc, il y a l'absence de richesse et l'absence de pauvreté. Si on part sur le bilinguisme de Montaigne, il fait souvent référence à des auteurs latins, par exemple à philosophe Sénèque et la poète Virgile. Dans les écrits nourrissants, les écrits de ces auteurs nourrissant ses réflexions. Voilà, c'était tout. Merci pour m'écouter. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir. Bisous.